Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici pour vous les titres sommaires de ce journal. L'ambassadeur du Sénégal était au palais présidentiel ce matin pour annoncer la fin de sa mission au chef de l'État de Côte d'Ivoire. Une rencontre soldée par la promesse de renforcement de la coopération économique entre les deux pays et la tenue prochaine d'un forum économique ivoiro-sénégalais a été annoncée pour le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Dakar. Le dialogue parlementaire régional s'est ouvert ce mardi à Abidjan sous la présidence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. La rencontre porte sur la promotion de l'allaitement maternel exclusif des enfants âgés de 0 à 2 ans. Une autre rencontre en France, une trentaine de pays participent depuis ce mardi 12 novembre au Forum sur la paix de Paris. Les défis de la gouvernance mondiale et l'importance du multilatéralisme seront longuement abordés au cours de cette rencontre internationale. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République a reçu l'ambassadeur du Sénégal. L'ambassadeur du Sénégal était ce matin au palais présidentiel. Abdoul Wahab Sourang est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Il a présenté au chef de l'État, Alassane Ouattara, le bilan de sa mission diplomatique en Côte d'Ivoire. Le point de la rencontre avec Mahama Traoré. 18 mars 2013, Abdoul Wahab Sourang présentait ses lettres de créance au président Alassane Ouattara. Ce mardi 12 novembre 2019, le diplomate sénégalais est venu signifier au chef de l'État la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. 6 années durant, l'homme aura contribué à renforcer l'axe Yamoussoukro-Dakar. Et les jours à venir s'annoncent encore plus radieux, selon lui. Les relations sont au beau fixe, les échanges s'améliorent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes battus pour renforcer cette coopération économique entre nos deux pays. La coopération politique, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne la coopération économique, au niveau des échanges, nous nous efforçons pour augmenter les échanges entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est prévu en 2020 un forum économique sénégalo-ivoirien ici en Côte d'Ivoire pour mieux renforcer la coopération et les échanges. De telles initiatives visent à booster le niveau des échanges économiques entre les deux pays qui s'élevait à environ 130 milliards de francs CFA à fin 2018. Soulignons que l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal remonte au 18 mars 1978. Je vais annoncer dans les titres, les parlementaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont réunis à Abidjan depuis ce mardi dans le cadre de la tenue du dialogue parlementaire régional. La rencontre porte sur la promotion de l'allaitement maternel exclusif des enfants âgés de 0 à 2 ans, une cause noble car selon l'UNICEF, 70% d'enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre sont privés des bienfaits du lait maternel. L'action gouvernementale ivoirienne en faveur de ce mode d'alimentation a été présentée par le vice-président de la République à la cérémonie d'ouverture de cette réunion. Le compte-rendu avec Viviane Aïma. L'allaitement maternel est considéré par les plus hautes instances mondiales chargées de l'alimentation et de la santé, en l'occurrence l'UNICEF et l'OMS, comme la meilleure alimentation pour les nourrissons jusqu'à l'âge de 2 ans. Comment favoriser alors le retour à la pratique de l'allaitement maternel comme moyen d'alimentation exclusif du nourrisson dans le monde et notamment en Afrique, où la pratique a perdu du terrain depuis de nombreuses années et où l'on enregistre un taux élevé de mortalité infantile dû à la malnutrition du nouveau-né. Ce mardi 12 novembre s'est ouvert ici à Abidjan un atelier régional des parlementaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre destiné à les outiller afin de leur permettre de mieux légiférer en faveur d'un environnement qui favorise l'allaitement maternel dans leurs pays respectifs. Cet atelier organisé par l'UNICEF, l'OMS, le projet Alive and Thrive et la BAD réunit une cinquantaine de participants. Mesdames et messieurs les députés, je voudrais souligner ici les actions prioritaires qui dépendent de vous en tant que législateurs. Il s'agit de plaider en faveur d'une augmentation des lignes budgétaires allouées au programme de nutrition, en particulier pour réduire la dénutrition. Il faut aussi promouvoir la protection de l'aliment, l'allaitement maternel, en renforçant la législation sur le code de commercialisation des substituts du lait maternel
et la protection de la maternité, afin que les mères puissent assurer une alimentation appropriée du nourrisson et du jeune enfant. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a souligné que la lutte pour une meilleure nutrition du nouveau-né et de l'enfant en Afrique doit s'inscrire comme un objectif prioritaire des différents gouvernements. Il a invité les parlementaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à contribuer à la prise en compte de cet objectif par les gouvernements de leurs États respectifs. Selon l'UNICEF, ce sont plus de 70% des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont privés des bienfaits du lait maternel parce que n'étant pas allaités exclusivement. En tant que donc parlementaire, vous êtes les garants des intérêts des populations à travers le contrôle et l'appui de l'action gouvernementale. À ce titre, vous êtes donc des partenaires incontournables pour la création d'un environnement propice à l'allaitement. En Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a créé le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, en abrégé CONAPE. Les parlementaires devraient, me semble-t-il, être des acteurs du changement durable et contribuer à mettre fin à toutes les formes de malnutrition dans le cadre de l'élaboration et des votes des textes de loi. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a par ailleurs annoncé aux participants à cet atelier le lancement ce jeudi 14 novembre ici à Abidjan de la campagne régionale et nationale sur la promotion de l'allaitement maternel. Et également en une ce soir, le Forum de Paris. L'événement rassemble depuis ce mardi, donc le Forum de Paris sur la paix. Il rassemble ce mardi tous les acteurs de la gouvernance mondiale. Lancé à l'initiative du président français Emmanuel Macron, il est à sa 2e édition et il s'est ouvert en présence de plusieurs chefs d'État. Et pour ce qui est de la participation de la Côte d'Ivoire, le président du Sénat y représente le président de la République, Alassane Ouattara. L'objectif de la rencontre de réfléchir aux défis de la gouvernance mondiale, mais aussi de réfléchir à l'importance du multilatéralisme. Je vous propose de suivre dans cet élément le compte-rendu de cette première journée et cela nous est rapporté par notre envoyé spécial à Paris, Herman Guivet. Ouverture ce mardi du 2e Forum de Paris sur la paix. Une trentaine de dirigeants internationaux rassemblés, des médias venus du monde entier et plusieurs panels organisés afin d'examiner en profondeur les principaux défis mondiaux et d'élaborer des solutions pratiques. À ce rendez-vous international important, le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Kouadio-Diano, représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Emmanuel Macron, le président français, ouvre cette 2e édition et défend la voie de la coopération équilibrée, celle du multilatéralisme. Pour le président français, l'Europe est l'endroit du monde où l'on sait le mieux le prix de la non-coopération. Quel rôle de l'Afrique dans la recherche de solutions pratiques en vue de consolider la paix à travers le monde? Le chef de l'État français s'est également prononcé. La force des pays africains de relever le défi politique, aussi militaire et sécuritaire, est essentielle. Et nous avons dans ce nouvel ordre international à bâtir aussi des nouvelles solutions dans le cadre des Nations Unies permettant d'accompagner, mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, cette capacité sécuritaire de l'Afrique, mais aussi à l'aider à bâtir sur le plan de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de l'économie, ce qui sont les 4 solutions qui permettent de bâtir la paix durable et d'éviter que ne réémergent les facteurs de déstabilisation. Prêché comme fondement de cette quête de paix à travers le monde, le multilatéralisme qui est un système de relations internationales qui privilégie les négociations, les accords entre plus de 2 pays dans le but d'instaurer des règles communes. Le Forum de Paris sur la paix permet aux chefs d'État de rencontrer la société civile et d'échanger sur leurs projets innovants. Nous sommes très heureux de venir représenter le président Alassane Ouattara à ce forum, qui est une occasion pour nous de regarder le monde autrement, étant donné que nous sommes un pays qui sort d'une crise. Comment nous approprier des instruments nouveaux pour pouvoir continuer le dialogue en interne, mais aussi continuer le dialogue avec nos pays voisins qui sont le Libéria, la Guinée, le Burkina, le Mali, qui connaissent des périodes assez difficiles de stabilisation. Et toute cette paix-là dans la région de la CEDEAO, de l'Ouest africaine, ça doit être une paix multilatérale. Chacun d'entre nous devons nous en approprier.
Le président du Sénat ivoirien, Oussoukou Diogano, a ensuite procédé à la remise symbolique d'un présent qui témoigne d'un engagement à la recherche de la paix. À Oussoukou Diogano, le président du Sénat de Côte d'Ivoire a également pris part à un plaidoyer des chefs d'État pour la promotion de projets innovants en faveur de leur population. Le forum se tiendra sur 3 jours. Et avant l'ouverture officielle de ce forum, le président de la République française Emmanuel Macron a reçu à dîner au palais de l'Élysée la trentaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que leurs représentants. Le président du Sénat ivoirien Oussoukou Diogano, qui représente le chef de l'État Alassane Ouattara à ce forum, le forum de Paris sur la paix, faisait partie des convives. Herman Guivet, envoyé spécial à Paris. Paris, palais de l'Élysée, il est 19h et le chant des sirènes peut commencer. Emmanuel Macron, le chef de l'État français, debout sur le perron de l'Élysée, le regard fixe, attend ses invités. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, arrive en premier, comme l'avait annoncé le protocole. Des chefs d'État ou leurs représentants, des chefs d'institutions internationales venus de tous les continents, à la faveur du Forum sur la paix dans la capitale française. L'Afrique est bien présente à Paris pour ce rendez-vous international. Les présidents Paul Biya du Cameroun, Julius Maada Bio de la Sierra Leone, George Weah du Libéria et Etienne Tshisekedi de la République démocratique du Congo, pour ne citer que ceux-là. Les représentants des chefs d'État également présents. Puis vient le tour du chef de la délégation de la Côte d'Ivoire, Oussoukou Diogano, président du Sénat ivoirien, représentant du chef de l'État Alassane Ouattara. Le président du Sénat ivoirien, Oussoukou Diogano, au cours de ce forum sur la paix de Paris, portera une contribution sur l'épineuse question de l'immigration clandestine et présentera l'essentiel des actions engagées par le gouvernement ivoirien pour tenter de freiner le phénomène. Fin du balai des arrivées, le dîner peut commencer. Le président français Emmanuel Macron, en personne, prend congé des médias. Le Forum de Paris sur la paix est un forum international qui réunit chaque année une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, des décideurs, des acteurs de la société civile. Un forum qui permet à ces décideurs de réfléchir sur la politique mondiale et également d'aborder des questions allant dans le sens de la recherche de la paix. L'occasion leur est offerte de proposer leurs solutions pour justement aider à lutter contre tout ce qui menace la paix et la stabilité dans ce monde. Ce dîner donc offert par le président de la République française aux chefs d'État et de gouvernement, à leurs représentants, est une façon pour le président de la République Emmanuel Macron de souhaiter la bienvenue à tous ces chefs d'État venus depuis leurs pays respectifs participer à ce grand rendez-vous international. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le président du Sénat, Oussoukou Diogano, qui représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Voilà, c'était le point du Forum de Paris sur la paix et c'était rapporté par Herman Guivet, notre envoyé spécial à Paris. Ici à Abidjan, à l'Assemblée nationale, 4 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les députés de la Commission des Affaires extérieures. Les textes ont été présentés par le ministre des Affaires étrangères. Ils portent sur les domaines sanitaires, sociaux, diplomatiques et culturels. Éric Corré. Le président de la République de Côte d'Ivoire est autorisé à ratifier 4 projets de loi d'ordre social, sanitaire, culturel et diplomatique. Des projets de loi adoptés à l'unanimité par les groupes parlementaires RHDP, Vox Populi, PDCI-RDA et Rassemblement. Celui qui est au centre de cette vision-là, c'est l'homme ivoirien. Il s'agit de l'homme ivoirien et je pense que tous les députés à l'unanimité, y compris les députés du RHDP que nous représentons, ont pris, leur place dans cette dynamique de positionnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Être à l'opposition ne signifie pas qu'on n'a pas conscience de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de tout ce qui est positif pour la Côte d'Ivoire. Quand un projet de loi arrive à l'Assemblée et que ce projet de loi traite des méthodes, des mécanismes pour permettre aux non-voyants d'avoir accès à la connaissance, naturellement, quel que soit votre parti politique, vous votez ce projet de loi-là. C'est Marcel Montano, ministre des Affaires étrangères, qui a présenté ces projets de loi devant la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Le premier traité est un traité concernant la CIPRES. La CIPRES, c'est la conférence interafricaine pour la prévoyance sociale. C'est un organisme interafricain qui a un conseil des ministres
et qui aide et assiste les structures de prévoyance sociale nationale pour les rendre efficientes et bien gérées. Le deuxième traité est le traité de Marrakech, qui est un traité d'une grande importance qui vise à faciliter l'accès à la lecture des déficients visuels, c'est-à-dire des aveugles. Le troisième, c'est un accord régulant les privilèges et immunités du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. C'est une institution internationale, donc la Convention de Vienne lui confère des immunités et des privilèges. Et le dernier texte, la Charte de la reconnaissance culturelle africaine, est un texte important aussi. Il n'y a pas de développement, il n'y aura pas d'émergence en Côte d'Ivoire sans la culture. Le chef de l'État a la caution des groupes parlementaires du pouvoir et de l'opposition de ratifier à ces projets de loi qui permettent à la Côte d'Ivoire de garder toujours sa place dans le concert des nations. Parlons à présent de politique. À moins d'un an de la tenue des prochaines élections en Côte d'Ivoire, l'Organisation des Nations Unies se positionne pour aider à la préparation de ces élections. Une délégation de l'ONU est en mission en Côte d'Ivoire. Elle a échangé ce mardi avec le président de la Commission électorale indépendante, Kouibière Koulibaly Ibrahim. Une rencontre pour évaluer les besoins du processus. Kolo Koulibaly. L'ONU assiste les pays membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont en année d'élection. C'est dans ce cadre qu'une délégation est en visite en Côte d'Ivoire pour évaluer les besoins afin de réaliser une bonne tenue des consultations électorales de 2020. Pour ce faire, cette mission a eu une séance de travail avec le président de la Commission électorale indépendante. Chaque fois qu'un État membre des Nations Unies envoie une requête au secrétaire général pour un accompagnement, le secrétaire général déploie dans le pays une mission qui vient rencontrer les différents interlocuteurs. L'idée, c'est d'essayer d'évaluer ensemble le contexte politique, le contexte légal et les besoins en matière d'élection. On a discuté avec eux pour savoir où en était le processus, quelles étaient les prochaines étapes et voir ensemble comment les Nations Unies pouvaient venir en appoint aux efforts qu'ils font déjà pour mettre en œuvre le processus électoral. Arrivée en début de semaine, cette mission de l'ONU va aussi rencontrer plusieurs autres acteurs, notamment le gouvernement, les partis politiques, la société civile et les autres partenaires du processus électoral. L'objectif est d'arriver à une élection apaisée. Et pour garder le même ton, la sécurité et la transparence des élections en Afrique préoccupent aussi la jeunesse. Les étudiants du club de sciences politiques de l'université de Grand-Bassam étaient à l'écoute de Vincent Toby. Le préfet d'Abidjan a partagé avec ces jeunes son expérience dans la supervision de plusieurs scrutins en Afrique. Michel Dicré. En langue anglaise ou en français, le préfet d'Abidjan, dans la peau d'un professeur, est face aux étudiants du club de sciences politiques de l'Université internationale de Grand-Bassam. Sécurité et transparence des élections en Afrique est l'intitulé de la présentation. Pour Vincent Toby, les conditions qui garantissent des élections crédibles sont en outre le cadre réglementaire et institutionnel, des opérations électorales inclusives, un mécanisme de gestion du contentieux. Un aspect important qui stabilise, c'est la garantie que j'ai. Si je perds, mais que je ne suis pas d'accord avec le résultat, je peux aller me plaindre et qu'on me permette d'écouter ma voix pour soit confirmer le résultat, soit reprendre les élections. Et c'est dans ce processus que je me suis retrouvé maire intérimaire de Port-Boué et du Tato quand on a que les élections soient faites. C'est pour ça que parmi vous, il se trouve beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup insulté sur Facebook à l'époque. Mais comme vous êtes fort en bataille, en pseudo, je ne peux pas le trouver sur la liste. Vincent Toby invite les étudiants en sciences politiques à jouer leur partition pour faire avancer la démocratie en Afrique. C'est ça votre rôle en tant qu'étudiant en sciences politiques. D'avoir un regard critique, briser les codes. N'ayez pas peur de vos opinions, n'ayez pas peur d'innover, n'ayez pas peur de réfléchir. Ne vous censurez pas. Au cours de la séance de questions-réponses, les étudiants ont pu s'imprégner de la solide expérience du préfet d'Abidjan qui a supervisé des élections dans 42 pays en Afrique.
La recherche scientifique est récompensée. Les lauréats de la bourse de recherche de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, sont connus depuis le 8 novembre dernier. La commission d'attribution des bourses a examiné 23 dossiers de candidature, 19 en sciences exactes et sciences naturelles et 4 postulants issus pour la première fois du domaine des arts et de la culture, des lettres et des sciences humaines. 3 enseignants-chercheurs ont été primés. Ils bénéficient d'un appui financier allant d'1 500 000 francs à 3 millions de francs CFA. Les travaux récompensés portent d'abord sur les risques sanitaires de la consommation du lait, ensuite sur la conservation par enrobage des racines de manioc et aussi sur la Côte d'Ivoire dans l'imaginaire français. À 2 semaines de la tournée du chef de l'État, la région de la vallée du Bandama, le Hambol, se prépare activement à recevoir le président de la République et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a engagé pour cela des travaux de construction de routes, d'ouverture de voiries et de sites susceptibles d'accueillir le président de la République. L'état d'avancement des travaux a été inspecté pour assurer la qualité des ouvrages à livrer. Kader Sogodogo. À quelques jours de la visite d'État dans la région du Hambol, le rouleau compresseur est en marche pour le développement de la région. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier entend mettre les bouchées doubles pour faire de cette visite une réussite, d'où une visite de terrain des différents chantiers routiers et sites susceptibles d'accueillir le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne. Objectif, venir voir ce qui est fait, apprécier la réalité de ce que les entreprises produisent et se faire une idée du respect des délais. Depuis l'annonce de la visite du chef de l'État dans la région du Hambol, le ministère de l'Équipement a mobilisé un certain nombre d'entreprises pour faire des travaux dans les différents départements qui vont être visités par son Excellence le Président de la République. Ce qu'on a pu constater, c'est que les travaux se déroulent très bien. On a un bon taux d'avancement et les travaux aussi se font dans la qualité. De Katiola à Tafiri, en passant par Niakara, Dabakala, Satama Sokoro, Ouregeka et bien d'autres localités, les populations ont fait savoir à Abou Nibi Koulibaly leur impatience de voir le président de la République Alassane Ouattara, afin de communier avec lui et de le remercier pour les travaux herculiens qu'il réalise dans la région du Hambol, mais également partout en Côte d'Ivoire. Depuis qu'ils ont annoncé son arrivée, vraiment, l'eau qu'on reçoit, vraiment ces 2 temps-là, vraiment c'est propre. Vraiment, il y a de l'évolution dans ces 2 jours. On espère que ça va continuer comme ça. On attend vraiment son arrivée aussi. Moi-même, je veux le voir en personne aussi. Nous attendons. On est joyeux, on est dans la joie, on l'attend. Vive. Président, il faut venir seulement, on t'attend, on est content que tu arrives à Niakara. Merci, Président. Cette visite de terrain fait suite à celle déjà effectuée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, et par le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. En politique toujours, le Congrès national pour le peuple ivoirien, le CNPI, annonce ses grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire et son président, le docteur Abass Yaya Bamba, souhaite se positionner comme une solution pour le pays. Cela nous est rapporté par Lydie Sadia et Moussa Konaté. Le Congrès national du peuple ivoirien CNPI veut jouer un rôle majeur sur l'échiquier politique national. Pour y arriver, son président, Dr Abass Yaya Bamba, a élaboré un programme qui s'articule autour de 10 axes, notamment l'éducation, la santé publique et les relations extérieures. Pour réaliser son projet, Dr Abass Yaya Bamba annonce sa candidature pour les élections présidentielles à venir. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays de potentialité. Ce pays-là peut donner la possibilité à chaque Ivoirien qui veut réussir de s'affirmer et de devenir heureux. Cette passion, cet amour profond pour la Côte d'Ivoire fait de moi un soldat de cette nation. Nous proclamons que nous sommes candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Dr Abass Yaya Bamba est chef d'entreprise et chercheur. Il est auteur de plusieurs articles professionnels dans le domaine des technologies et de la cybersécurité. Un mot de religion à présent dans le district du Denguélé. Les musulmans du village de Kabadougou ont prôné l'union entre les ressortissants de la région. Un appel pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, Issa Yeho.
Dans le district du Denguélé, plusieurs étapes marquent la célébration du Mawouloud. Après Kéléjan, Thiémé est la première escale de la deuxième journée de la célébration de la naissance du prophète Mohammed dans la région du Kabadougou. Accueil de la délégation du ministre Gaussou Touré par le maire de la ville. Civilité chez le chef du village, puis prière et bénédiction à la mosquée. Après Thiémé, cap sud d'Abadougou. Deuxième pôle important de cette célébration du Mawouloud dans le district du Denguélé, après Kéléjan. Prêche, prière et invocation à Allah constituent les moments forts de cette cérémonie. Le cheikh Ladji Daba prie pour le pays et appelle les populations à la paix et à la réconciliation. Comme à Kéléjan, le ministre Gaussou Touré rend hommage au chef de l'État pour ses nombreuses actions dans le district du Denguélé. Il exhorte les fils et filles à l'union et à la paix. Les populations sont heureuses parce que le Mawouloud, c'est certes une occasion de haute spiritualité, mais c'est une opportunité aussi pour que l'ensemble des fils et des filles du district du Denguélé puissent se retrouver, puissent, après les prières, puissent échanger pour le devenir de ce district. Ce que le chef de l'État souhaite aujourd'hui, que les filles et les fils du Denguélé, comme un seul homme, se mettent ensemble pour le devenir de ce district. Et Dieu merci, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Parce que c'est grâce à l'ensemble des cadres qu'aujourd'hui, nous passons ces événements-là dans d'excellentes conditions. Cette cérémonie du Mawouloud à Dabadougou a été rehaussée par la présence de l'épouse du Premier ministre, Assetou Ougon Koulibaly. La cérémonie de Dabadougou prend fin avec la visite de la future mosquée du village en construction. Dans la ville de Touba, les fidèles musulmans, tout comme ceux des autres régions de la Côte d'Ivoire, ont aussi célébré le Maoulid. Et pour commémorer la naissance du prophète Mahomet, des conférences et des prières autour des thèmes paix et cohésion en Côte d'Ivoire ont été organisées. Mamadou Kouassi. Ces fidèles musulmans sont réunis autour de la famille Fadiga pour commémorer le Maoulid, la célébration de la date anniversaire du prophète Mohammed. Dans la ville de Touba, nous sommes dans le Bafing. Ces fidèles musulmans avaient à leur côté Assetou Ougon Koulibaly, épouse du Premier ministre, la première vice-présidente du Sénat, le ministre Moussa Sanogo et des autorités administratives et politiques du Bafing. Toute la nuit, ils ont prié et invoqué le Tout-Puissant pour la paix, la cohésion et surtout le développement de la Côte d'Ivoire. C'est une nuit de prière. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre prophète. Paix et salut sur lui. Et je demande à ma famille, qui est la famille Fadiga, de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'être auprès de nos parents dans le recueillement, à adresser nos prières au Tout-Puissant, qu'il veille sur les premiers dirigeants de ce pays, qu'il leur accorde la santé, qu'il les éclaire et que notre pays puisse continuer d'aller de l'avant. Au lendemain de cette célébration, les fidèles musulmans sont retrouvés dans les villages de Gaoué et de Ferrantela pour des moments de recueillement et de prière pour leurs aïeux, afin qu'ils bénéficient de la miséricorde d'Allah. Dans la même veine, les musulmans de Boko, sous-préfecture située dans le département de Koro, ont aussi célébré le Maoulid, occasion pour l'imam Mohamed Diomandé de parler de la vie du prophète de l'islam, une vie pleine de qualités, faite de partage et de pardon. Il a par ailleurs invité ses fidèles à suivre ce modèle de vie. Un Maoulid à Boko marqué par des prières pour la paix et la cohésion sociale. Dans l'actualité hors de nos frontières, ce mardi en Algérie, plus de 20 personnes ont été condamnées à une peine de 12 mois de prison, dont 10 avec sursis, pour avoir brandi des drapeaux amazighs lors d'une manifestation. Ces Algériens sont condamnés pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Les arrestations avaient eu lieu le 21 juin dernier, 2 jours après que le chef d'état-major de l'armée eut interdit tout autre drapeau que l'emblème national dans les manifestations hebdomadaires contre le pouvoir. Des manifestations qui perturbent l'Algérie depuis le 22 février 2019.
Parlons à présent des élections en Espagne. Un accord de principe a été convenu pour former un gouvernement entre les socialistes et Podemos. Un gouvernement composé de ces deux formations nécessitera toutefois l'appui d'autres forces pour être investi par la Chambre des députés issue des législatives de dimanche dernier. Ce gouvernement de coalition devrait mettre fin à plusieurs mois de paralysie politique dans ce pays en proie à une instabilité depuis la fin du bipartisme en 2015. Cette information termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.